Tout de suite, un printemps 56, l'indépendance de la Tunisie. Il s'agit d'un documentaire signé Frédéric Mitterrand. Comme pour le Maroc, la question se pose. La France, puissance coloniale, a-t-elle représenté un bienfait ou bien a-t-elle incarné un prédateur? L'histoire de l'indépendance de la Tunisie est à cet égard très significative. Bourguiba, le leader maximo de la Tunisie, va apprendre le sens du mot liberté en français en même temps qu'il assimile notre culture. Au fond, c'est très étonnant les méthodes d'une nation colonisatrice. C'est brutal, contraignant, cynique et au bout du compte, c'est toujours inefficace quant au résultat final. Partout, les mêmes méthodes ont conduit au même résultat. On ne peut pas grand-chose contre une revendication légitime d'indépendance. On pourrait écouter, dialoguer, mais ce ne serait plus du colonialisme. Pierre Mendès France va intervenir et modifier le paysage. C'est en fait la première entreprise de décolonisation menée par la France et ce n'est pas la plus maladroite. Il faut dire que l'impasse indochinoise et le durcissement des événements d'Algérie rendent moins sourds les plus compétents des politiciens français. Habib Bourguiba célèbre le premier anniversaire de l'indépendance de la Tunisie. À ses côtés, un vieux monsieur distingué, le B, est éclipsé par la présence de celui que l'on appelle le combattant suprême. La France a délégué François Mitterrand, le Maroc Sibekaï et les États-Unis le vice-président Nixon pour assister au défilé qui manifeste la pleine souveraineté de l'État. Garde nationale, armée, jeunesse patriote, avec un contingent féminin qui rappelle que Bourguiba est le premier et encore le seul leader arabe à avoir libéré les femmes. La Tunisie est toujours une monarchie, mais l'attitude altière de Bourguiba, comme l'effacement du bey, souverain en titre, laisse deviner que la fin du régime et l'avènement de la République sont proches. Ainsi, l'histoire de l'indépendance n'est pas seulement celle d'une conquête arrachée à la France, mais aussi celle d'une révolution édifiant un État moderne sur les décombres du passé et contre ceux qui se sont opposés au principal acteur de ce bloc de transformation radicale. Lorsque Armand Fallières rend visite au Bénasseur, la fiction d'une égalité entre le bonasse président français et le possesseur de la régence de Tunis ne trompe personne. La France exerce depuis déjà 30 ans un protectorat qui lui assure une domination absolue. Et le cortège officiel traverse une ville nouvelle qui ressemble à ses sœurs jumelles de l'autre bord de la Méditerranée. À Tunis, on sentait la discrimination, surtout la présence d'une force maléfique et déséquilibrante. Quand j'allais au lycée Carnot, alors là je traversais un quartier où il n'y avait presque pas de gens comme moi, d'arabes. Moi je portais ma petite chachia, ma gandoura, etc. Et j'allais au lycée Carnot et je ne voyais pas de Tunisiens, je ne voyais pas d'arabes. Que les quartiers européens étaient des quartiers nettement mieux entretenus et les quartiers de la Médina, où j'habitais, c'était des quartiers plutôt abandonnés. On était différents et discriminés en faveur des autres. Le patrimoine architectural n'a pas échappé à la prédation étrangère, qui arrange non sans charme des constructions de fantaisie pour un rêve colonial où le pays réel n'existe plus. La Tunisie est ailleurs, asservie, folklorisée et encore silencieuse. À moins qu'il ne s'agisse du bled, que les entrepreneurs et les colons ne voient qu'à travers le prisme d'une exploitation dépourvue d'état d'âme. Il y avait cet immense machin qui s'appelait le bled. Ce bled qui commençait à la périphérie de Tunis, un bled indistinct avec des gens indistincts. Figurant à Tunis, fantôme dans le bled. On disait simplement... Ils ne mangent pas, famine. Titre dans les journaux. Sans disposer d'autant de ressources naturelles que ses voisins, la Tunisie offrait de larges capacités de mise en valeur à la puissance protectrice, qui s'y est consacrée efficacement, mais avec l'objectif essentiel de servir ses intérêts. Les colons se sont partagés la plupart des terres, en usant de cynisme juridique.
et ont érigé de grands domaines agricoles où ils pensent pouvoir vivre éternellement, faute d'avoir lu « Autant en emporte le vent ». On vivait dans une situation de soumission. On avait pratiquement accepté l'état de fait. Personne ne pensait à cette époque-là que la France pouvait quitter la Tunisie un jour. Les gens disaient, comment voulez-vous qu'on puisse attaquer, qu'on puisse détruire une montagne avec un marteau? C'était la comparaison, n'est-ce pas? Pourtant, dès le début du XXe siècle, à Tunis, autour de la mosquée de la Zitouna, des cercles de jeunes lettrés analysent les travers du régime du protectorat. La Tunisie était un État avec une constitution, un gouvernement, une administration avant son instauration. Faible et criblé de dettes, certes, mais en plein processus de réforme. Il n'en reste plus que la défroque bellicale. En publiant La Tunisie martyre, Abdelaziz Talbi rassemble alors autour de lui le groupement des jeunes Tunisiens. Amorce du parti de la Constitution, le Destour, fondé en 1920. Les Français affectent de respecter l'islam, mais ils l'ignorent et en ressentent une crainte plus ou moins avouée. Or, la société tunisienne est imprégnée de la foi musulmane. Un projet d'immatriculation foncière au cimetière du Gélaz à Tunis déclenche le premier incident sanglant. Une foule s'ameute, la troupe tire, on ramasse de nombreux morts et des présumés meneurs sont arrêtés. Lors du procès où comparaissent même des enfants, il s'agit de faire un exemple. 7 condamnations à mort, de lourdes peines de prison. Protégez-nous de nos protecteurs, crient les familles des condamnés. La colonie est surtout faite d'expatriés modestes qui se réservent notamment les emplois de traminots. Pour les Tunisiens, tâches subalternes et salaires misérables. Les pauvres exploitent les plus pauvres qui finissent par se révolter. Il n'y a qu'un pas de la tension à l'émeute et le sang coule à nouveau. Le lycée Sadiki forme l'élite des écoliers tunisiens. Ultime rejeton d'un petit notable de Monastir, Habib Bourguiba en serait le petit chose, déraciné parmi les fils de famille, s'il n'était si bûcheur et si pétillant d'intelligence. Il avait appris la langue, la Racine, la Molière, la culture, l'histoire et la passion pour le mot liberté qu'il a appris en français. Il était très marqué par l'épopée de la Révolution française et avec ses hauts et ses bas qui ont suivi. Mais c'est devenu passionné avec l'âge adulte, la maturité. Pendant la période d'affrontement, il souffrait. Il disait, est-ce que je n'ai pas fait une erreur de tomber amoureux de cette culture? Mais non, il a persévéré. Le cardinal Lavigerie brandit la croix en face de la Médina de Tunis et la République des bouffeurs de curés se sanctifie à Carthage, où le congrès eucharistique fait défiler un pieux carnaval de prélats, d'enfants de Marie et de faux croisés. Maître Bourguiba, inscrit au barreau de Tunis après de brillantes études à Paris, dénonce cette mascarade en terre d'islam dans la presse du Destour. La crise des années 30 ronge l'économie du protectorat, mais ce sont les artisans et les paysans tunisiens qui trinquent le plus. La valeur de leurs produits s'effondre, tandis que les groupes de pression des colons préservent les cours qui les concernent. La misère bat les campagnes et jette des bataillons de petits mendiants dans les villes, gibier de servitude et d'abject trafic. Marié à une Française et père d'un petit garçon, Habib Bourguiba consacre de plus en plus de temps à militer contre la machine aliénante du protectorat. Mon père avait le don de la parole d'arriver à convaincre. Le mouvement des citoyens était un mouvement de salon d'une certaine élite qui parlait un arabe très châtié. Et l'innovation qu'il a faite à l'évolution, ça a été de s'adresser au peuple dans son langage, dans le dialecte tunisien. Ce qui a fait que ça a tout de suite fait boule de neige.
Le Destour lui paraît trop timoré, prisonnier de ses origines bourgeoises. Au congrès de Xarelal, il provoque la scission du parti et emmène avec lui dans le néo-Destour de jeunes intellectuels formés à l'école française et des pauvres gens ruinés par la crise. Son camarade Ben Youssef l'appuie en toutes circonstances. La nouvelle formation inquiète les Français, les arrestations commencent. À l'époque, en 1934, j'avais 10 ans. Et mon oncle venait d'être arrêté avec Bourguiba et Matry et Sfar, etc. Et était déporté à Bourg-le-Bœuf. À la maison, j'ai trouvé ma grand-mère, ma mère, mes tantes en pleurs. Et ça m'a impressionné. Nous avons passé une journée assez épouvantable parce que tout le monde était affolé. C'est mon premier souvenir et c'est une empreinte un petit peu qui m'est restée pour me sensibiliser sur le problème qu'avait mon pays avec, n'est-ce pas, sa situation politique. Le résident général Pérouton, réactionnaire fascisant et habile manœuvrier, utilise ses deux mains lourdes, l'une pour garrotter et l'autre pour corrompre. Et puis qui connaît le nom de Bourguiba, loin du fortin saharien où il l'a fait enfermer? En 1935, on savait déjà que Bourguiba se battait dans les camps de concentration contre la majorité de son équipe. La majorité des dirigeants destouriens n'avaient pas la même position que Bourguiba. Ils cherchaient un compromis avec Pérouton. Ils étaient prêts à se soumettre au résident général. Cependant, la douceur tunisienne n'est pas une vue de l'esprit et la ville a une tradition cosmopolite stimulée par le protectorat. On trouve des journaux communistes en langue arabe, des socialistes italiens, des artistes qui ont fait leur classe à la Rachidia, des nationalistes arabes et des cochers maltais, des Russes blancs qui enseignent les bonnes manières à la cour du bey et de grands bourgeois tunisois qui se pressent aux tournées Carsanti. On brocarde et on s'amuse sous le soleil à condition d'en avoir les moyens et de ne pas trop se poser de questions. La résidence laisse faire, elle concentre son énergie à maintenir le statu quo et à enfermer les fortes têtes. Or justement, Habib Bourguiba vient de sortir et il est lui-même fort occupé à recevoir les leçons d'Abdelaziz Talbi revenu d'exil et à éviter en même temps qu'il ne ramène le néo-Destour dans le giron de l'ancien parti. En 1936-1937, du temps du Front populaire de Léon Blum, le parti, on disait qu'il comptait au moins 400 cellules. Et tout de suite après, on montait, n'est-ce pas, un chiffre beaucoup plus important. Bourguiba a répété souvent, il faut aller au peuple, c'est lui le dépositaire de ce pays, et c'est lui qui devrait être également l'artisan de sa propre libération. Les espoirs suscités par le Front populaire s'éteignent vite. Le néo-Destour réclame en vain l'application de la lettre du protectorat contre les fonctionnaires qui en ont fait leur vache à lait et les prépondérants qui refusent toute responsabilité aux Tunisiens. Bourguiba radicalise son discours. Il évoque l'émancipation, l'épreuve de force. Le 9 avril 1938, c'est le drame. La fusillade à Tunis laisse 40 morts sur le terrain. On disait, on veut la liberté. L'idée de base, c'était la libération. L'indépendance, c'est un concept juridique plus compliqué. Mais la libération, c'était une idée qui était très populaire. Les événements du 9 avril ont commencé par l'arrestation d'Ali Belaouane avec d'autres militants. J'étais au collège Sadiki. Ali Belaouane, c'était notre professeur. C'était le plus aimé des élèves, un grand militant du néo-Destour. Nous sommes sortis spontanément, nous sommes tous mis à crier en arabe « Yahya Belaouane, vive Belaouane, libérez Belaouane, vive Belaouane, libérez Belaouane ». Tout le collège. Avec le 9 avril, j'ai pris conscience de ce besoin de liberté pour le pays avec beaucoup de chaleur, beaucoup d'enthousiasme. Mon oncle de nouveau arrêté. J'avais dans la famille, on est revenu dans le cycle de la répression et un sentiment de la répression qui recommence.
Cette fois, les Français emploient les grands moyens. Ils quadrillent toute la régence, appréhendent militants du Vieux et du Néo-Destour et se saisissent de Bourguiba qu'ils accusent d'avoir manipulé le carnage en sous-main. Il a réclamé du sang pour tremper l'insurrection. On réclame sa tête pour la mater définitivement. Le colonel qui était le juge d'instruction militaire voulait sa tête. Et mon père disait, colonel, est-ce que je peux vous poser une question? Vous êtes en train de me cuisiner pour essayer de m'envoyer au poteau d'exécution. Vous avez reçu des témoins qui, de tout temps, ont voulu l'indépendance totale. Moi, je ne demande que le respect des traités du protectorat. Il dit, monsieur Bourguiba, vous faites peur. Vous êtes sérieux. Mais on voulait sa tête. Pourtant, ce serait une maladresse d'en faire un martyr. Autant le faire disparaître à petit feu. On le transfère loin de Tunis, mais il ne saurait y avoir d'oubliettes. Il continue à communiquer avec les militants clandestins et avec ses amis de Paris. La visite spectaculaire de Daladier à Tunis vise à réfréner les appétits de Mussolini pour la régence. Mais elle révèle aussi l'inquiétude du petit peuple des coloniaux qui pressent que la guerre inévitable va rebattre les cartes et que les Tunisiens risqueraient de reprendre alors l'initiative. Elle survient. On transfère Bourguiba dans une geôle infecte de Marseille juste avant le déferlement des panzers. La défaite de la France, quand la France a perdu la guerre d'une manière assez, il faut le dire, assez humiliante. Je crois que le mot n'est pas trop fort, parce que même les Français l'emploient très souvent, n'est-ce pas? Ça a été reçu, je dois dire, franchement, avec allégresse, parmi la population. Moi-même, je l'ai ressenti avec une très grande allégresse. Celui qui nous domine a été battu. Ah, c'est bien fait pour lui. Monsef Bey monte sur le trône en pleine pétaudière pétainiste, où le résident général Esteva fait chanter Maréchal nous voilà à de jeunes Tunisiens goguenards et à des collabos fanatiques qui voudraient fusiller tous les Destouriens. Fils de Nasser Bey, que les Français avaient failli débarquer en 1920, c'est un prince irascible et sympathique qui déteste qu'on lui baise la main. C'était sincèrement un nationaliste et un patriote qui voulait récupérer la souveraineté tunisienne. Sa culture générale, sa culture politique n'a pas atteint les sommets. Il est resté à un niveau relativement modeste. Ce qui a changé profondément, c'est l'entourage. Monsef choisit comme Premier ministre Chénik, un homme d'affaires pragmatique qui connaît à fond les rouages du protectorat. Colères apoplectiques de Monsef, amabilités enveloppantes de Chénik, les deux complices fatiguent le résident général. Et si ces deux-là allaient réussir là où Bourguiba paraît avoir échoué? Chénik, il était profondément impressionné par Monsef Bey, qui le lui rendait bien. Et il a gardé de son passage comme Premier ministre de Monsef Bey, ça a profondément imprégné sa ligne politique, et ses agissements et ses façons de répondre. Rommel transforme la Régence en forteresse contre les Alliés, et en l'absence des patriotes emprisonnés, il n'y a plus que Monsef et Chénik pour s'occuper des Tunisiens bombardés, sous l'œil attentif des Allemands qui aimeraient les compromettre. Les Allemands avaient été très malins et distribuaient des voitures avec des haut-parleurs dans les rues de Tunis. Amis tunisiens, c'était pas contre vous, etc. Nous sommes là, nous avons un ennemi commun, les Français, etc. Et ils allaient de place en place, comme ça. Venez avec nous, vous serez libres, nous ne sommes pas des colonialistes comme les Français. Il y a eu beaucoup de gens troublés par ça. L'ennemi de mon ennemi est mon ami, quoi. L'opération séduction du Bey par les hitlériens se déroule en grand arroi. Mais Monsef leur oppose le service minimum au cours d'un entretien compassé où il ne s'anime que pour défendre les Juifs. Il est en fait hostile aux Allemands et entretient des contacts secrets avec les Alliés qui piaffent à quelques dizaines de kilomètres de la capitale. Obscurément, les Tunisiens lui font confiance. Monsef Bey a été l'objet d'un culte populaire qui venait vraiment du cœur. On s'est mis à aimer cet homme. Et les gens aimaient cet homme. Dans ma famille, on l'aimait. Tout le monde l'aimait. Les gens dans la rue l'aimaient. Les enfants l'aimaient. Les vieux l'aimaient. Les musulmans l'aimaient. Cet homme a tout de suite pris le cœur des Tunisiens.
L'entrevue accordée par Moncef a été récupérée par la propagande allemande. Les prépondérants français, tous d'accord lorsqu'il s'agit de défendre leurs intérêts, haïssent le B patriote. Ils auront beau jeu d'en faire un collabo pour le démolir. Une mésaventure dont Bourguiba s'est bien gardé. Bourguiba ne devient pas l'otage nazi. Il choisit le camp de la liberté. Il faut d'abord que les Allemands s'en aillent. Et on verra plus tard pour notre combat à nous, qui est le combat pour l'indépendance de la Tunisie. Libéré par les Allemands, chouchouté par les fascistes italiens, assailli de promesses, Bourguiba a glissé comme une anguille pour rejoindre sa famille, sans rien céder, par conviction et par intelligence. Il conseillait maman de la défaite, ne t'inquiète pas, ça va être bientôt effacé. Son analyse était la suivante. Jusqu'à l'invasion de la Russie, il pensait que ça durait une vingtaine d'années. L'occupation. Mais à partir de l'invasion de la Russie par Hitler, ça ne durait plus que 5 ans pour lui. La libération de Tunis est une euphorie en trompe-l'œil. La Régence a été ravagée par 7 mois de guerre acharnée. Assommés par les problèmes de survie, les Tunisiens observent sans chaleur la fête des Européens. Le Parti communiste ne saurait remplacer le Destour et ils n'attendent rien de bon du retour en force des prépondérants. La rivalité De Gaulle-Giraud leur est défavorable. Le chef de la France libre a d'autres priorités que la Tunisie. Il la laisse comme un os à ronger à son chétif concurrent qui se laisse manœuvrer par les coloniaux bien décidés à faire place nette. Mais le coup de fusil de l'addition est pour Moncef. Juin, proconsul éphémère, le dépose et l'expédie en exil, aux applaudissements des prépondérants et au désespoir du petit peuple tunisien. Le moncéfisme reposait sur la même plateforme que le Destour, ou les aménagements du Destour. En fait, reposait sur un ensemble des revendications des nationalistes. Le nouveau Bellamine est un homme agréable et délicat, attaché aux belles manières d'autrefois. Il n'a ni la marge de manœuvre, ni la volonté de s'imposer dans une atmosphère si brutale. Mais il ne manque pas d'intelligence et il attend son heure. Ce n'était pas un mauvais homme, Lamine Bey. Son grand problème a été de succéder à Moncef Bey, le Bey martyr. On ne pouvait pas aimer Lamine Bey. Même s'il ne faisait pas de mal aux gens, même s'il essayait de faire du bien aux gens, on ne pouvait pas l'aimer parce qu'il succédait à un homme qui était adoré. Bourguiba s'est tenu à l'écart du grand remue-ménage en affirmant sa loyauté vis-à-vis de la France libre. Mais il se sait à la merci de quelques excités. Les diplomates américains qui le protègent lui facilitent une évasion romanesque. En felouque et à pied, il gagne l'Égypte, dont il attend le nouveau souffle d'un nationalisme anticolonial au contact de la Ligue arabe. Pourtant, le francophile qu'il est resté se sent mal à l'aise dans un univers qui lui est étranger. Son passage au Moyen-Orient de 1945 à 1949 a été pour lui une grande école de réalité, de vérité. Il a été terriblement déçu du comportement de la Ligue arabe en général, surtout que c'était un des sous-comités d'un sous-bureau du ministère des Affaires étrangères d'Égypte. En fin 1947, il vivait dans une petite villa qu'il avait louée dans une banlieue le long du chemin de fer en Égypte. Il m'a dit, c'est fini, j'ai plus rien à faire ici, je perds mon temps. Ça a été la grande déception de sa vie. L'économie volontariste du protectorat a fait naître une classe ouvrière. Pour les travailleurs tunisiens, la lutte contre l'exploitation capitaliste recoupe le combat contre la domination coloniale. Et l'histoire des syndicats est celle d'un affranchissement difficile à l'égard des centrales françaises. Autodidacte en acier trempé, Farhat Hached est devenu le leader des dockers de Sfax. Farhat Hached, il était profondément socialiste, au sens socialiste de l'époque, français. Front populaire, au moment où il constituait les syndicats, il était dans la lutte des classes, dans le concept de la lutte des classes. C'était tout à fait clair. L'alliance objective entre Bourguiba et Hached est celle d'une communauté d'intelligence et d'objectifs. Hached a partie liée avec les syndicats américains. Il emmène Bourguiba aux États-Unis, l'atlantisme plutôt que la fascination communiste. Et il avait une formule en arabe, le bonheur du travailleur
pour l'émancipation sociale ne peut s'acquérir ou se faire que dans un pays émancipé. Le protectorat reconstruit les infrastructures détruites par la guerre à marche forcée et le mouvement national en hibernation est relayé par les luttes sociales. À Sfax, une grève insurrectionnelle tourne au massacre par la troupe, mais le prestige personnel de Farhat Hached ressort grandi de l'épreuve. Moncef B, exilé à Pau, est traité avec respect mais serré de près de peur qu'il ne s'évade. Il demeure le héros incontesté du patriotisme populaire. Sa réclusion et sa mort soudaine lui confèrent l'aura des martyrs. Pour la résidence, ses funérailles sont une affaire délicate à traiter avec doigté. Pour le néo-Destour, qui se garde bien de le dire, c'est la fin d'une hypothèque. Et pour Lamine B, la voie est libre. En attendant, la Tunisie tout entière pleure le B du peuple. Moncef B, ses obsèques, quand il est mort, qu'on a ramené, c'est, je crois, les obsèques les plus importantes qui ont eu lieu. Je suis allé avec mon père au Gelal, la ville était dans un état vraiment de pleurs. On entendait les gens pleurer à Gelal, plusieurs années après sa déportation. Se souvient-on de Moncef B dans la Tunisie d'aujourd'hui comme il aurait mérité que l'on perpétue sa mémoire? Lamine B a noué depuis longtemps des contacts secrets avec le néo-Destour. D'ailleurs, tout le monde cousine à Tunis et la cour chamarrée du souverain est un sérail bon enfant dont chacun connaît les détours. Bourguiba revient du Caire. Il est temps de reprendre en main le parti, dont il refait une véritable machine de guerre, animée par son verbe et son énergie, et dont les cellules s'enracinent dans chaque quartier et chaque village. Il lui a dit, vous savez, le parti, c'est une bonne chose, mais attention, à condition qu'il ne vous échappe pas. Attentif à l'évolution de l'idée coloniale, Robert Schuman a confié au résident général Périllier un programme de réformes qui conduiront à terme la Tunisie à l'indépendance. Le mot a été lâché et Bourguiba l'a bien entendu depuis Paris où il saute sur l'occasion. Bourguiba soutenait cette démarche. Il a fallu négocier, même à l'intérieur du parti. Il y a eu un conseil national, un débat assez conséquent. Et le principe de la participation a été accepté. Lamine B a le feu vert pour remettre en selle Chénic, avec un gouvernement aux compétences élargies et qui a officiellement la confiance du néo-Destour. Le B se sent enfin solidement assis sur son trône, les patriotes ont la parole, c'est l'embellie. À sa nomination, il y avait un très large consensus, un climat euphorique. Chénic subissait l'influence de l'ensemble de la population, qui le portait vers le Destour compris. Ben Youssef est le numéro 2 du gouvernement, mais il sent bien que le soutien de son parti demeure sous condition. Bourguiba se méfie des réformes cosmétiques accordées d'une main et reprises de l'autre par les Français. Et il reste en coulisses pour éviter de provoquer les colons et garder sa liberté d'action. Et maintenant, à Paris, pour ceux qui croient au scénario, afin de vérifier les promesses de Schuman et établir un calendrier. Mais la 4e République a les yeux furieusement braqués sur l'Indochine. Et on reçoit les Tunisiens comme des amis de province qui apporteraient des dattes fourrées dans une famille où l'on s'envoie les assiettes à la figure. Ça a été une énorme maladresse. Ils ont eu le sentiment qu'on les avait fait venir pour les amuser, pour les promener et pour ne pas lâcher grand-chose. En plus, on les a humiliés. On n'a pas le temps, ce n'est pas le moment, revenez plus tard. Robert Schuman n'a plus l'air de se souvenir. Et il y a un autre Schuman, Maurice, qui lui se souvient très bien et pour qui c'est niet en français comme en arabe. Schuman a dit qu'à l'époque, il n'y avait aucun gouvernement de la 4e République, avec cette assemblée-là, avec ces gouvernements de la 4e République, qui pouvait donner aux Tunisiens ce que lui avait promis.
Dépité, offensé, le cabinet Chénic frappe à toutes les portes et traîne sa shopping list inutile dans les ministères. Bourguiba, qui avait senti venir le coup fourré, brandit la lettre de refus de l'autre Schuman sous le nez de Ben Youssef. Et moi, je te dis qu'ils se moquent de nous et qu'ils ne comprennent que la bagarre. L'opinion publique tunisienne était enflammée à l'époque. 15 décembre, rejet de la lettre, tout ça, ça se savait. Ça se savait, la presse publiait, donc il y avait une atmosphère de, je dirais pas de révolte, mais d'extrême tension. Chénic n'est pas homme à se décourager facilement. De retour à Tunis, il incite le Bey à soumettre la question tunisienne aux Nations Unies. Lamine Bey hésite. Il sait que les Français prendront la requête pour un casus belli. Il craint pour son trône et sa nombreuse famille qui puise dans sa cassette. Le grand tort de Lamine Bey, il était entouré d'une camarilla de fils, de gendres, de cousins, etc., qui étaient très... qui n'avaient pas toujours une influence positive. Chauffé à blanc par Georges Bidault, qui voit au fond de ses nombreux verres de whisky la guerre séculaire entre la croix et le croissant, les Français de la manière forte ont trouvé le résident général bout-de-feu idéal, Jean de Haute-Cloque, qui arrive sur un navire de guerre avec un programme de réforme qui pourrait conduire à une annexion à l'algérienne. En somme, il fallait y penser. Pour être libre, devenez français. Le premier contact, indifférence glacée. Haute-Cloque est entré, a à peine salué le Bey, lui avait dit qu'il voulait discuter avec lui hors la présence de Schlick. L'ami Bey lui a répondu que c'était pas possible. Donc Haute-Cloque est sorti pratiquement, d'après ce qu'on a dit, sans saluer le Bey. Haute-Cloque est un expéditif. À peine a-t-il fini de menacer le Bey qu'il décime le Néo-Destour et expédie Bourguiba en résidence surveillée à Tabarka. Le moral d'acier du leader s'en amuse. Bourguiba sait qu'il ne s'agit que d'un hors-d'œuvre. Son subtil lieutenant Mondji Slim, plusieurs journalistes français transmettent ses réflexions. La Tunisie est au bord de l'embrasement. Bourguiba disait il faut que lorsque nous sommes arrêtés, le peuple se soulève et qu'il y ait tout le temps du tumulte, de la turbulence, y compris des actes violents, jusqu'à ce qu'ils comprennent qu'on ne peut pas arrêter le mouvement, qu'il faut nous libérer, renégocier avec nous et faire un pas de plus. Le raz-de-marée s'annonce par une houle indistincte. Grève générale à Tunis, où le Néo-Destour bloque toute activité. Escarmouche avec des manifestants contenus par les forces de l'ordre, puis viennent les premiers attentats visant des commerçants qui refusent d'appliquer la consigne. Encore plus de peur que de mal, mais la violence rôde avec les renforts réclamés par Haute-Cloque. À la bataille de 52, il a fallu user carrément de la violence, c'est-à-dire en plus des manifestations de rue, des escarmouches, et surtout, on pensait éliminer les instruments de l'armée française et de la police. Le Néo-Destour, tout le monde était pour. L'assassinat du colonel Durand au cours d'une émeute fait brusquement monter la tension d'un cran. À son tour, la résidence a son martyr, dont l'exemple enfièvre un ramassis d'exaltés. Désormais, le contre-terrorisme de la Main Rouge peut recruter parmi les petits colons apeurés. La Main Rouge, c'était au fond les services secrets de la police. Il y avait un mouvement qui s'appelait Présence française, qui réunissait des foules immenses, 30 000, 20 000, dans un stade à Tunis, avec des propos incendiaires sur la Tunisie. Ils accusaient le Néo-Destour d'être un parti de nazis. Haute-Cloque charge le général Garbet, rouleau compresseur de Madagascar, du ratissage du Cap Bon, supposé nid de destouriens truffé de caches d'armes. La Légion tue, incendie, viole, avec la rage aveugle de ceux qui se savent couverts. Les pseudo-terroristes arrêtés émeuvent par leur détresse une partie de l'opinion. Le compte est bon pour Chénic, qui a obtenu que l'on dépêche une commission d'enquête et dont la requête est finalement parvenue au Conseil de sécurité. Le Bey, menacé par le résident général de connaître le même sort que Moncef et à qui une villégiature perpétuelle en France ne dit rien qui vaille, lâche Chénic, aussitôt arrêté et expédié avec plusieurs ministres dans le sud saharien. Ben Youssef, cependant, a réussi à s'échapper à temps. Il s'exilera au Caire, début de sa dérive vers l'arabisme nassérien.
Bourguiba attend son tour. Il ne se doute pas que ce sera pour la Galite, Sainte-Hélène à Langoustes, au large de Bizerte. Tout va bien pour le résident général, qui ne sait pas qu'il a mangé son pain blanc et qui expédie des rapports euphoriques à Paris. Il nomme un gouvernement à sa botte, présidé par le grand bourgeois Bakouche, et en avant pour les fameuses réformes. C'est un homme courtois, affable, un Tunisois de bonne famille, mais il a toujours servi le protectorat avec beaucoup de zèle. Il y a des militants qui ont voulu lui faire son sort. Et quand il se promenait à Tunis en 1952, sa voiture était assaillie par des coups de pierre, des jets de pierre des jeunes de son quartier d'habitation. Il ne reste plus que Farhat Hached pour tenir tête à Haute-Cloque. Le résident général craint la Confédération des travailleurs qui peut paralyser la Tunisie et le syndicaliste lui en impose. Courtois, toujours tranquille, un type sûr de sa force. Haute-Cloque dit à Farhat Hached, passez me voir. Vos déclarations maintenant et vos façons de bouger ne sont pas du syndicalisme. Donc il lui rappelle les limites de son statut. Farhat Hached a souri sans répondre directement. Farhat Hached a peut-être des gros souliers de pauvre, mais il foule souvent les précieux tapis du palais, où il gronde le bey pour ses atermoiements et lui souffle une manœuvre astucieuse. Lamine convoque 40 notables de tous les milieux pour examiner les réformes. Rejet unanime et fureur du résident général. Le bey sort regonflé à bloc de cette première expérience semi-parlementaire. On raconte que Haute-Cloque, le résident général, rentrait par une porte pour menacer le bey et de l'autre porte rentrait Farhat Hached pour lui dire « faut tenir bon, nous avons 50 millions de travailleurs à travers le monde avec nous, avec vous, n'ayez pas peur d'eux, ils ne vous feront pas comme ils ont fait à Moncef-Bey, nous sommes là ». Pour Haute-Cloque, il faut se débarrasser de Farhat Hached, l'homme qui tient la classe ouvrière et les clés du palais, qui roule les airs comme un paysan et peut ameuter ses nombreux amis américains. S'en débarrasser, oui, mais comment? Il avait des menaces directes avec la main rouge. Il savait qu'il était suivi quotidiennement. Il a déclaré à son frère, pour que la Tunisie accélère son indépendance, l'accession, il faut que l'un de nous trois meure. Bourguiba, Ben Youssef ou moi. Et comme Bourguiba et Ben Youssef ne pouvaient pas mourir, donc c'est lui qui devait mourir. Sur la route de Radès, près de Tunis, par un matin de décembre poisseux d'humidité, la Simca de Farhat Hached tombe dans un guet-apens de la main rouge. Flics ripoux et nervis des bas-fonds la battent à bout portant. Haute-Cloque joue les effarés quand on lui apprend la nouvelle au téléphone. Farhat est resté dans le cœur des gens. Avec cette image du vrai héros, il a fondé en Tunisie cette conscience, la conscience sociale, et la conscience de la place du travailleur, et la place du travail, et la place de la classe ouvrière en Tunisie qui est devenue incontournable. Abasourdie, la Tunisie reste un temps immobile, puis c'est l'insurrection, d'autant plus violente que les patriotes n'ont désormais plus de chef. Les gardes mobiles enserrent le pays dans une nasse de fer, couvre-feu et désolation sur les nuits de Tunis, qui furent parfois si charmantes, mais nul ne sait plus quand. Enfin, le résident général jure que la crise est passée, et il se trouve toujours assez de renégats pour abonder dans son sens. Il joue au père tranquille à la mission accomplie, le bey affolé par le déchaînement de la violence a signé les réformes. Ce n'est plus qu'un vieux monsieur bien seul que Bourguiba accuse de trahison depuis le fond de son rocher. La Galite, ça peut être joli en plein été, mais il faut quitter la mise du touriste tout le reste de l'année. Vent glacé, logis suintant, un caboteur par semaine. Bourguiba relit Victor Hugo en se persuadant qu'il est à Guernesey. Mais ses amis de Paris ne l'ont pas oublié. Il lui dépêche le socialiste Robert Verdier, dont la visite contribue à lui assurer la vie sauve. Bourguiba est là, enfermé, isolé dans une île, coupé de son pays, et voilà qu'un Français vient le voir. C'est quelque chose de très important pour lui. C'est une forte personnalité, Habib Bourguiba. Il m'a impressionné tout de suite. Quand je suis arrivé, très vite, il s'est levé
Et il s'adressait à moi comme si j'étais la foule. Tout de suite, j'ai senti que j'étais avant tout un homme de parole. Dès ce moment-là, j'ai pensé que ce serait le leader du mouvement nationaliste tunisien. Alain Savary suivra un peu plus tard et d'un mois sur l'autre la bonne Mathilde, sa fidèle épouse française, qui rapporte dans son couffin à Tunis les précieuses directives du combattant suprême, un relégué transi de froid qui crache ses poumons devant la mer hostile. La vérité, l'espoir était très faible pour nous à l'époque. Bourguiba disait l'essentiel, ce n'est pas de descendre dans la rue, mais l'essentiel, c'est d'assurer que les gens qui descendent dans la rue, que lorsqu'ils voient le sang couler, ne renoncent pas à revenir de nouveau dans la rue. Il y a désormais plus dangereux que les rues citadines. Au bled, dans les montagnes, des partisans coupent les routes, font sauter les trains et attaquent les fermes de colons isolés. On les appelle félagas, comme les bandits de grand chemin. Et il est vrai qu'ils sont durs à maîtriser, même pour les militants clandestins du Destour. Qu'est-ce que c'était que ces félagas? Le bled devenait incertain, les voitures roulaient mal la nuit, on se disait qu'est-ce qui va se passer, et puis on tirait dans le tas. On tuait des fermiers, des colons dans leurs fermes. Il y a eu comme ça des choses épouvantables. Et alors nous, c'était le fantasme à état pur. Ces félagas étaient partout. Les félagas répandent la terreur parmi les colons qui s'arment pour se défendre et exaltent leurs bons serviteurs attachés aux bienfaits de l'œuvre de la France. Mais ils s'en méfient aussi et se retournent contre eux à la première alerte. Le soupçon, le racisme et la haine traversent les villages assommés d'un silence de plomb au rythme lent des corbillards. On massacre à tout va, le néo-Destour n'est pas en reste, qui assassine le maire de Tunis et un prince bellical trop assidu à la résidence. À chaque meurtre, on sort des otages emprisonnés pour les coller au mur. Le matin à 5 heures, on entend du bruit. Tout le monde se met à crier, toute la prison. 1000 détenus, on était patriotes, hein? Communistes et destouriens, et ceux qui n'étaient ni communistes ni destouriens. 3 qui sortent et qui commencent dans les couloirs de la prison, sachant qu'ils allaient être fusillés, à crier et à chanter Houmat al-Hima. Et toute la prison, 1000, qui commencent à chanter Houmat al-Hima. Les murs de la prison, qui ont 1 mètre de largeur, tremblaient. Les murs tremblaient. Ils bougeaient par ces chansons, par cette haine qu'on avait, cette fureur qu'on avait, parce que ces 3 allaient vers les pelotons d'exécution et jusqu'à la dernière minute, ils chantaient et refusaient qu'on leur bande les yeux. Ça, c'est une chose que moi, je ne peux pas oublier. C'est une chose qu'il y a en moi. C'est ça, le peuple tunisien. Et c'est ça qui a fait l'indépendance, qui dépasse tous les clivages, qui dépasse tout ce qu'on peut raconter, tout ce qu'on peut raboter par-ci, arranger par-là, qui dépasse les chefs et les sous-chefs, qui dépasse tous les aïms. C'est ça, le peuple tunisien. Le temps passe. Dans la torpeur estivale, Tunis soigne son spleen à coups de plaisir de canicule et de rumeurs invérifiables. On dit que ça se calme un peu, que Bourguiba a été transféré en France, qu'il se prépare quelque chose. Allez savoir. L'arrivée soudaine de Pierre Mendès France ferait l'effet d'un coup de tonnerre s'il n'avait pris le soin de faire couper toutes les liaisons téléphoniques. Flanqué de juin, rassurant pour les colons, il annonce aux baies éberluées que la France reconnaît l'autonomie interne de la Tunisie et que les conventions nécessaires seront négociées avec un gouvernement responsable. C'est un bond en avant inespéré. Le téléphone arabe, lui, n'a pas été coupé. La nouvelle se répand comme une traînée de poudre. Le 31 juillet, avec Mendès France, il y a eu une manifestation de joie interne, pas vraiment exprimée, mais ressentie profondément, d'une espèce de délivrance. On a compris que c'était qu'on partait pour le processus de libération.
Le Bey a désigné Tahar Ben Ammar, grand bourgeois patriote, pour diriger le cabinet, où néo-destouriens et personnalités moins marquées se partagent les Marocains. Prudence, les colons s'agitent furieusement et il n'est pas question de brandir sous leur nez ce chiffon rouge de Bourguiba. Bourguiba, l'indépendantiste qui agite les foules, anti-français, un peu fou, le type qu'on ne peut pas contrôler. C'était le diable, on ne pouvait pas le fréquenter, on ne pouvait pas le voir. D'ailleurs, chaque fois qu'on l'a arrêté seul. Et on le met seul, et les autres ensemble, et lui seul. Pourtant, personne n'est dupe. Le partenaire de Mendes France, c'est Bourguiba, qui est libre de ses mouvements et qui rencontre le président du Conseil en secret. Il y a eu concomitance de deux énormes prises de risque. Pour la première fois, deux hommes se font confiance. Ils se font confiance sur des projets. Rien n'est certain. Tout peut être mis en cause. Bourguiba peut être mis en cause par Salah Ben Youssef, il l'a été. Mendes France peut être désavoué, c'est la première initiative de décolonisation et personne ne s'y trompe. La chute de Mendes France, qui d'ailleurs jouait loyalement la carte de l'autonomie, mais n'envisageait l'indépendance qu'à moyen terme, inquiète Bourguiba. Et si tout était à reprendre avec cette quatrième qui va de crise en crise? Mais c'est Edgar Faure qui lui succède et la confiance revient. Edgar Faure connaît bien la Tunisie. Tahar Ben Ammar et lui appartiennent au même monde des grandes affaires. Bourguiba resserre d'autant plus son emprise. Il ne faudrait pas que ces deux-là s'entendent sur son dos. Ils obéissaient au doigt et à l'œil, au néo-destour. Le néo-destour était tout. Ceux qui étaient là savaient qu'ils ne représentaient presque rien. Qu'on les considérait, qu'on les maintenait, mais ils ne représentaient rien. Le président du Conseil, il savait très bien que c'était Bourguiba qui commandait. Le problème le plus urgent à régler est celui des félagas. Edgar Faure refuse de négocier sous la contrainte et seul le destour est en mesure de désarmer les partisans. Mais c'est à Bourguiba de trancher. Il pèse de tout son poids sur le parti. La guerre d'Algérie avait commencé. Les Français avaient peur de la contagion. Il y avait comme moyen de pression des félagas. Le néo-destour favorisait ça parce que Bourguiba a toujours dit négociation et pression sur les négociateurs. Les Français ont dit aux Tunisiens il faut désarmer les félagas, sinon la négociation s'arrête. Tout le monde était contre. Bourguiba a dit je vous demande de le faire, faites-moi confiance. Désarmer, c'est-à-dire qu'ils descendent ce que nous appelons nous la montagne avec leurs armes, qu'ils les remettent aux officiers français, qu'ils partent nus, comme on dirait. Non, ils l'ont fait pour Bourguiba, à la demande de Bourguiba. En fait, Bourguiba redoute les ferments du désordre dont les félagas pourraient envenimer l'État qu'il médite. Et il refuse toute surenchère violente alors qu'il préconise de procéder par étapes pour réussir une émancipation complète. Cependant, les discussions traînent. L'autonomie, c'est un partage que la bureaucratie complique à plaisir. Je vous rends l'hôpital et je garde le collège. On claque les portes, on renoue, on recommence. En tout cas, il faut sortir des faux-semblants. Edgar Faure discute de plus en plus souvent directement avec Bourguiba, ravi d'être à Matignon, mais guère plus accommodant pour autant. Bourguiba et Edgar Faure ont discuté et j'entendais des cris. Bourguiba crie. Jamais il l'aurait fait avec Mendes, jamais. Excusez-moi, madame, il dit vos conventions, c'est de la foutaise, vous savez très bien qu'elles ne tiennent que par moi. Finalement, les conventions sont prêtes, aussi détaillées qu'un contrat de mariage entre deux vieux amants qui traînent les inventaires de leur vie commune. Ennuyeuses à lire, mais au fond, qui s'en soucie, puisqu'on sent déjà qu'elles sont inapplicables. J'ai compris par la suite que ni Bourguiba, ni Edgar Faure n'avaient lu le texte du projet de la Convention générale. En revanche, Tahar Ben Ammar et le président Coty les ont apprises par cœur. On les comprend. Le vrai scénario appartient au premier rôle qui rentre à Tunis pour la grande scène. Une flottille surchargée de drapeaux escorte le navire depuis le large et Bourguiba pleure d'émotion en apercevant la multitude qui a envahi le port de Tunis pour l'accueillir.
La femme de Farhat Hached, celle de Hedi Shaker, 2 victimes de la main rouge, le serrent sur la passerelle. Tout le gouvernement est là, les enfants du B et bien des notables qui ne l'avaient pas soutenu jusqu'alors. Yahya Bourguiba, vive le leader, il retrouve enfin la ville qu'il avait quittée 4 ans plus tôt entre 2 rangées de gendarmes qui l'insultaient. Il va saluer le B, qu'il embrasse comme on retrouve le fils prodigue. Le temps où il lui renvoyait ses décorations pour lui reprocher sa faiblesse est bien oublié. Personne ne songe qu'il n'est encore officiellement rien, puisqu'il est en fait tout, et que ceux qui ont l'air d'être tout ne seraient en vérité plus rien sans lui. En voiture, sur des épaules, à cheval, il parcourt la capitale en folie. C'est le plus beau jour de sa vie, celui de tous ceux qui se pressent pour l'apercevoir, celui de son fils aussi, qui le protège comme il peut de l'enthousiasme collectif. On s'attendait à une très belle réception, mais c'était beaucoup plus. Des retrouvailles. Comme ça, dans une vie, c'est beaucoup. C'était fou. Vivre vraiment comme ça, c'est déjà beaucoup pour une vie. C'est rare. Il faut convaincre maintenant les masses impatientes de la justesse d'une stratégie par étapes qui a permis d'éviter une épreuve de force aux conséquences imprévisibles. À Kérouan, la foule lui donne raison, mais au parti, beaucoup se rangent à l'avis de Ben Youssef, qui exige l'indépendance immédiate. Ben Youssef avait marqué, pendant la période de transition, une dépendance très nette vers les mouvements arabistes excessifs qui pouvaient entraîner la Tunisie dans une dynamique dont on ne voyait pas à quoi elle pouvait aboutir. Ce n'est plus son vieux camarade qui revient du Caire, mais son rival désormais qui évite son regard et piétine ses directives. Ben Youssef appelle aux armes contre ce qui reste du protectorat. Ben Youssef cajole le B pour le ranger dans son camp. Ben Youssef menace de s'emparer du Destour pour se faire reconnaître une victoire qui n'est pas la sienne. Nous avions le sentiment réfléchi que Bourguiba était l'homme de la modernisation de la Tunisie, de la libération de la société tunisienne. Mais Ben Youssef, on avait la nette impression que c'était un homme de conservatisme, un homme qui aurait beaucoup fait de compromis avec les forces de conservation sociale. Au congrès de Sfax, Bourguiba le dit en français, il faut crever l'abcès. Toutes ces tentatives de conciliation ont échoué et il mesure que beaucoup de militants pensent comme Ben Youssef. La stratégie des étapes est un renoncement aux valeurs et aux sacrifices des martyrs du mouvement national. Mais la magie du verbe, la conviction enflammée, arrache une majorité pour exclure Ben Youssef qui s'exile en hâte. Ben Youssef aurait été plus habile, moins arrogant, il gagnait. Et Bourguiba se sentait vraiment très, très coincé. Nous étions 2 ou 3 autour de lui, comme il disait des marches. Il a dit, enfin, ce type-là, il faut le tuer, parlant de Ben Youssef. Alors nous étions à l'époque très jeunes et très... On a horrifiés, on a tous eu des regards et des gestes horrifiés. Il dit, mais enfin, je dis n'importe quoi. C'est rétracté, mais l'idée de le tuer était là. On est plus joyeux dans les comités d'accueil qui saluent les visites en province du résident général de l'autonomie, à qui ces effusions de commandes paraissent extrêmement suspectes. Et si Bourguiba était en train de faire pression sur nous pour se débarrasser des conventions qui se vident chaque jour de leur sens, comme il s'est débarrassé de Ben Youssef? Il m'a répété le mot de Guy Mollet. Mais vous venez de signer les conventions. L'encre n'est pas encore sèche. Et vous nous réclamez de les dépasser, de considérer que ce sont des conventions caduques. J'ai dit oui. Les événements ont changé. Il y a 2 manières de faire passer une armoire par une porte trop étroite. Ou on casse le mur, ou on démonte l'armoire et on la remonte de l'autre côté. Sous l'œil froid de Manji Slim, Tahar Ben Ammar finit de remonter l'armoire en signant l'indépendance.
Mais il sent bien qu'on lui reproche déjà d'avoir joué les menuisiers. Il sera injustement sacrifié sur l'autel de la révolution bourguibienne. Il n'y a plus d'obstacle entre le combattant suprême et le peuple tunisien. Enfin presque, si l'on s'en tient à la fiction selon laquelle le gentil papy qui inaugure la Constitution est encore le monarque d'un gouvernement totalement destourien dont Bourguiba est enfin le chef. Les héros de la lutte nationale ne veulent pas de mal au vieil homme fin et délicat qui n'a pas démérité. Ils partagent certes avec lui bien des souvenirs, mais de moins en moins de projets d'avenir. Bourguiba avait peur qu'on revienne sur l'indépendance. Il a été pris d'une frénésie de faire des choses irréversibles très vite. En bourrasque, en effet, Bourguiba déracine le pouvoir des confréries religieuses et sécularise leur domaine. Reconstruit complètement la justice et l'école, instaure l'état civil et promulgue le code du statut personnel qui assure l'égalité des femmes. Bourguiba a considéré que les Tunisiens, dans lui, ne peuvent pas se débrouiller tout seuls. Il a une opinion assez grande de la Tunisie, assez sévère des Tunisiens, des siens. Ça arrive souvent aux grands hommes. Mais l'idée que les Tunisiens pourraient être adultes, démocrates, autonomes, qui pensent plus tard, après que son message aura fait son chemin. Il reste Lamine Bey. Curieusement, Bourguiba persiste à traiter le monarque avec une affection qui semble sincère et à laquelle le vieil homme répond avec la reconnaissance éperdue d'un condamné qui se croit gracié. Si Lamine Bey était resté, ses enfants, etc., tous les opposants au régime de Bourguiba, donc toutes les séquelles du youssefisme, toutes les séquelles du youssefisme, auraient trouvé la protection et le refuge chez la famille Bellica, ce qui aurait reporté sine die toute réforme fondamentale de la Tunisie. On aurait pataugé dans une situation inextricable. La visite officielle de Mohamed V donne le coup de grâce. Bourguiba s'offusque de devoir monter dans une voiture du cortège au lieu de partager la décapotable du roi du Maroc, qui traite de surcroît son infortuné collègue tunisien avec une courtoisie appuyée dont il se montre plus avare à l'égard du combattant suprême. L'Assemblée constituante planche depuis des mois sans conviction sur un projet de monarchie constitutionnelle. Elle est convoquée brusquement par Bourguiba qui se lance dans une diatribe contre le bey complice du protectorat. Il est moins éloquent que d'habitude, peut-être des souvenirs des temps difficiles où Lamine prenait sa défense. Mais la République est une formalité ratifiée de tout cœur par les belles de Tunis. Il n'y a plus de courtisans, plus de gardes, plus de serviteurs au palais bellical. Juste le dernier souverain fataliste d'une dynastie balayée comme un grain de poussière ottomane. Nous sommes rentrés, nous avons trouvé le bey dans la salle du trône. M. Mestiri, Ahmed lui a lu la décision de l'Assemblée constituante qui proclamait la République, nommé Bourguiba président de la République. Il a dit Allah Iberk, que la volonté de Dieu soit faite. Allah Iberk. Et il y avait dehors des photographes de presse. Et il m'a dit, s'il vous plaît, Aïchouldi m'a dit, s'il vous plaît, dites aux photographes de s'éloigner. J'ai dit aux photographes, éloignez-vous, sauf celui de la police. Spontanément, j'ai accédé à cette demande, parce que c'est comme ça. Et il a demandé ça sur un ton tellement humble que je n'ai pas pu refuser. Et Bourguiba m'a toujours reproché ça. Il a dit, c'est lui qui m'a privé de photos historiques de Lamine Bey sortant du palais de Carthage. Il voulait les photos. Quelques mois plus tôt, Bourguiba présidait l'inhumation des cendres de Farhat Hached, avec Chénik, Tahar Ben Ammar, les enfants du bey, les camarades destouriens, au milieu d'une foule énorme, toute la patrie tunisienne et les acteurs de son indépendance.
S'est-il alors demandé qui était vraiment le combattant suprême, le leader inspiré dont on inscrivait le nom sur les rues principales ou le peuple qui montait avec lui pour s'incliner devant la mémoire de l'un des siens? Si le sujet vous intéresse, nous vous conseillons la lecture du livre publié chez Cartala intitulé « Entre Bourguiba et Hannibal, identité tunisienne et histoire depuis l'indépendance ». C'est fini pour ce soir, on se retrouve la semaine prochaine pour d'autres documentaires dans le cadre de nos lundis de l'histoire. Mais tout de suite sur France 5, c'est dans l'air.